Allez, on passe au Tu spoil. veux lancer le spoil du coup? Fuyez, pauvre fou! Donc déjà, il y a cette séquence d'introduction qui est donc du coup avec à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc avec un Indiana Jones qui a 40-45 ans, et donc avec du de-aging fait par ILM qui avait aussi fait le de-aging tant décrié de The Irishman, finalement. Ouais, mais sauf que là, c'est pas les mêmes méthodes. Non, là c'est pas les mêmes méthodes, ça se voit. Hein. Et ça se voit de ouf que c'est pas les mêmes méthodes parce que. Donc là, Harrison en gros, Ford a 40 ans, et je fais juste blague avant. Harrison Ford a 40 ans, il était atteint de strabisme, quoi, régulièrement. Il y a des problèmes avec les yeux. Non, en vrai, non, mais il y a plusieurs problèmes. Ouais. En gros, donc pour expliquer juste le principe de la méthode, c'est que dans Rogue One, etc., ou The Irishman, c'était de la 3D, quoi. On avait refait le visage en 3D. Complètement, ouais. Alors que là, c'est Harrison Ford qui joue lui-même les scènes, mais en gros, on place plein de points sur son visage et on vient rajeunir son visage dans le bon angle en fonction de comment il bouge, etc. Ce qui permet d'avoir la morphologie, etc., d'avoir le jeu de la personne, etc., mais tout en ayant un acteur jeune. C'est différentes méthodes, on aime ou on n'aime pas l'idée. Mais là, du coup, ce que ça crée comme problématique, c'est qu'en image fixe, ça fonctionne plutôt bien, mais le problème, bon, il y a les yeux, j'ai pas trop fait gaffe aux yeux, mais il y a les yeux. Moi, c'est la voix qui m'a choqué. Et oui, parce que la voix, elle est plus vieille. Il a une voix plus vieille, et je me suis dit, surtout, en plus, avec les progrès actuels, pourquoi ne pas utiliser une IA pour générer sa voix jeune, si lui il est d'accord ou quoi. Et surtout, le problème, c'est que il peut pas trop parler. Tu sens qu'il est muet toute la... Enfin, déjà, il peut pas faire beaucoup de scènes d'action, mais en plus, tu sens qu'il est muet, parce que dès qu'il parle, c'est une galère à faire. C'est une galère. On n'est pas au niveau de Justice League avec la reformation de la bouche de Superman. Hein, avec dans les Cavill, ouais, mais... Mais c'est vrai que moi c'est pas le truc qui m'a, moi c'est vraiment, enfin moi il y avait un problème avec les yeux à certains moments, mais vraiment c'est à des moments enfin bon, tu peux passer outre en fait entre guillemets, mais moi c'est surtout par rapport au jeu de l'acteur, parce qu'en fait entre là on voit d'ailleurs le Temple Maudit et ce Indiana Jones là, il y a un acteur qui a évolué dans ce jeu aussi, et en vérité à l'époque de Temple of Doom ou de ces films là, Harrison Ford était quelqu'un de très... Il avait beaucoup de mimiques faciales. Il avait pas beaucoup de dialogue, il était pas très bon en dialogue, encore. Et il exprimait les choses avec beaucoup de rictus et de choses qui sont très américaines, qui sont héritées de John Wayne et tout, de vraiment... machin. Plein de trucs, quoi. Et en fait, quand tu retournes dans ce truc-là, il y a un truc qui marche pas, c'est que le de-aging, tu vois que c'est un masque, ça fait vraiment masque, et que du coup... il est un peu monolithique en fait en vérité par rapport à la manière dont il jouait à l'époque. Oui, mais c'est là où je te dis aussi qu'il peut pas parler, c'est qu'en fait dès qu'il parle ça plie le visage et tu sens que là le de-aging galère et que du coup il faut des expressions le plus neutres possible, quoi. Mais en fait aussi, ce qui m'a choqué en revoyant La Dernière Croisade l'autre jour, pas choqué, mais maintenant avec l'œil un peu de réalisation et tout, c'est de dire mais en fait Harrison Ford il a des profils moches. Il y a des angles de caméra où il n'est pas beau, il n'est pas cette beauté absolue, et c'est ce qui fait son charisme, c'est que c'est pas il est plein d'aspérité, il est plein de trucs qui sont un peu trop, un peu moins. D'ailleurs c'est ça la beauté, c'est toujours t'es pas loin du truc moche, quoi. Et en fait dès que tu appliques du de-aging et tout ça, comment tu recrées ton profil étrange, parce qu'on a tous un profil étrange où quand t'es pris dans un certain angle tu dirais pas la même personne. Et je pense que ce truc là aussi il rend pas le truc très réaliste, même si pareil ils font plein d'efforts pour qu'on le voit pas vraiment, qu'il soit dans l'ombre, que tout ça quoi. Mais c'était pas très utile. Alors qu'en plus la première scène où on le voit vieux est construite comme une vraie scène d'intro où la mise en scène raconte plein de choses sans que Harrison Ford ait à dire quoi que ce soit. Mais du coup, je trouve que comme tu sors d'un rythme effréné, tu passes un peu à côté. Oui, parce qu'il y a quand même une chose à dire sur cette première scène. Pourquoi on s'attend aussi autant sur cette première scène, c'est qu'elle fait bien 20 minutes, facile, quoi. Elle prend quand même une bonne partie du film. Mais il y a quand même plein de moments d'action hyper cool. Mais en même temps, trop. Et une mise en scène de film noir...
je trouve assez réussie et prenante dans beaucoup de moments. Moi, ça m'a fait rire de penser à la fois, oui, comme tu dis, du film noir, tout ça, à penser à du Indiana Jones, mais aussi à penser à du Branded, à penser à du Red Dead Redemption, à penser à du jeu vidéo, quoi, globalement. Parce que pareil, la lumière pendant ce truc-là Oui. me fait penser à ce que pourrait faire un jeu vidéo. Si tu voulais juste rappeler aux gens de la faculté athlétique de Indiana Jones et son credo aussi, parce qu'en fait ce qui est important dans cette scène c'est aussi la fin, où finalement tu vois qu'il a joué de ruse et tout ça pour récupérer la chose, et que tout ça c'est pour juste la gloire, pas la gloire, pour juste principe moral, quoi. Et qu'après ça cut et que tu le vois qu'il est dans un petit appartement à New York et qu'il reste prof et tout ça, ça t'explique quand même quelque chose. Elle est pas non plus anodine cette séquence, mais trop long, trop de trucs au milieu qui te fait oublier les principes. Mais du coup, ce qui est marrant, tu vois, c'est que pour nous, je pense que c'est une des séquences au final les moins intéressantes du film, alors que c'est la seule séquence qui a plu à la plupart des gens. Ah ouais. Justement parce que c'est la plus Indiana Jones. Bah, même s'il y a plein de choses où, pareil, on est quand même, on n'est pas loin de la croûte numérique, quoi. Enfin, je veux dire, il y a on est dans une logique plus Marvel des choses, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui lui arrive pendant cette séquence, et d'ailleurs, c'est un reproche que je pourrais avoir globalement, d'ailleurs, c'est parfois de l'ordre de physiquement impensable. Parce que ce qu'il y avait dans la trilogie de base, c'est qu'il y avait des choses qui étaient impensables physiquement, qui s'en sortent après, des choses comme ça et tout, mais tu avais avant un spectacle de circassien, en fait. C'est-à-dire, t'avais tu sentais le réel là-dedans, tu sentais que c'était de la voltige, que c'était du... Là, on voit que, ils essayent de retrouver la véracité d'un corps et tout ça via le numérique, comme toujours dans ces trucs-là, mais qui, moi, colle pas avec Indiana Jones. Après, pour moi, le truc joue beaucoup sur la fluidité. C'est un souci que j'ai avec le numérique depuis plusieurs années. C'est que, par exemple, pour donner un exemple concret, dans cette première séquence, tu as Indiana Jones qui traverse tout le train par le bas. Oui. Et d'un seul coup, il monte sur le toit, et d'un seul coup, on a un plan numérique de lui qui court sur le toit. Ouais. Et bien en fait, quand il court à l'intérieur du train, c'est très mécanique. Un corps, c'est très mécanique, c'est des articulations, c'est pas fluide. Et d'un seul coup, il court sur le toit et c'est du caoutchouc. C'est ça. C'est tout mou. Et c'est un truc qu'il y a dans tous les films numériques, enfin pas tous, mais dans beaucoup de films numériques, et c'est mon principal souci avec l'animation numérique, quoi. C'est le fait que ça devient du caoutchouc, on considère plus les articulations comme des rouages qui se grippent. C'est-à-dire que même quand t'as quelqu'un de physiquement en forme, c'est pas parfait. C'est toujours imparfait. Il y a toujours des articulations qui viennent bloquer des choses, faire des imperfections, et que tu perds complètement dans le numérique, et où du coup tu te retrouves... là, ça fait un contraste, quoi. Le mec, il a couru comme un vieux papy, et puis d'un seul coup, c'est un espèce de caoutchouc qui court et qui sautille sur le toit d'un train. C'est-à-dire que la scène marche que si, toi, en tant que spectateur, tu fais ce nouveau contrat moderne de dire, je vois que ce sont des effets, mais voilà. Après, la différence étant qu'avant, c'était une époque d'expérimentation et de découverte, là où maintenant, on pourrait éviter ces soucis-là, si on le voulait. Non mais voilà, maintenant je vais passer à l'autre. Tu vois, il y a une seconde séquence d'action qui est très bien amenée en termes de scénario, c'est petit à petit et tout, c'est celle pendant la parade des trois astronautes qui vont partir pour la Lune, qui se passe à New York et tout. Vous avez vu un petit peu dans la bande-annonce, c'est-à-dire le cheval, la parade, la moto et tout ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie entre James Mangold et l'équipe qui était en charge des effets spéciaux ou de la coordination des actions, des scènes d'action et tout. C'est-à-dire que je comprends l'idée du cheval du métro. Ouais. Tu vois, sur le papier, tu fais « Ah ouais, ça peut donner un truc ». Bon, après, tu te confrontes à des trucs qui sont dans la volonté de James Mangold, c'est de ne pas partir dans de la fantaisie. Donc ça reste un petit peu réaliste. Donc du coup, le métro, c'est quoi? Pas de lumière. Donc, bon... Déjà, ça te donne une scène hyper sombre, où il faut quand même que tu arrives à foutre le vieux Indiana Jones dessus, faire croire au public qu'il y est dessus, donc ça te fait plein de... Voilà, pour te donner l'effet de vitesse.
Ah non, on est dans un endroit restreint, on va pas péter des murs. Il faut que la caméra elle reste dans un endroit. Tu vois, il fait pas de la mise en scène qui passe à travers. Oui, bien sûr. Donc du coup, on est très proche et c'est très flou et c'est très secoué. Et puis après, en fait, c'est tout ce qu'il a pu avoir comme choix, parce qu'après, ils ont dit non, mais on va faire vraiment le cheval contre le métro et tout ça, et sauf que tu dis, bah, le comportement du cheval, il est pas bon. Si t'avais fait un vrai truc avec un vrai cheval et tout ça, mais là, ça craint, parce que c'est hyper compliqué à mettre en place, tu vois, sans qu'il y ait de blessés là-dedans. Même si c'était moins impressionnant, eh ben, ça aurait été impressionnant, parce qu'on aurait dit, putain, ils ont mis un cheval dans un métro, tu vois. Là, t'y crois pas une seule seconde, et en plus, la séquence... Enfin, le cheval, 1000 fois, il aurait mis les 4 fers en l'air, il serait parti en arrière, il aurait jeté le cavalier. Faire croire qu'Indiana Jones tient son cheval comme ça et qu'à la fin, il le félicite même pas, moi, ça m'a saoulé, ça. Il fait même pas une tape en me disant merci, tu vois. Non, le cheval, c'est un outil comme... Ah bah oui, c'est un... Voilà, c'est ce genre de choses qui, du coup, j'ai l'impression que... Et tu retrouves ça avec la scène sous-marine aussi plus tard. Il y a plein de trucs où tu dis, est-ce que James Mangold dirigeait vraiment les scènes d'action ? C'est pour ça que c'est un jeu d'équilibriste, je trouve, tout le long, parce que tu sens que lui, il a quand même une manière de réaliser ses films un peu plus réaliste. Quitte à ce que ça soit moins impressionnant, quoi. Ouais. Tu vois ? Mais que du coup, on le voit dans Logan, on le voit dans Logan, ça part pas dans tous les sens comme les autres X-Men, c'est juste tout d'un coup, t'as une séquence, un plan séquence où t'as Logan qui court comme un malade dans la forêt et qui plante 3 gars. C'est moins impressionnant que des virevoltages dans les airs et tout ça, mais par contre, tu le ressens. Par contre, la scène, elle est puissante, quoi. Voilà. Et cette efficacité, je la retrouve moins dans Indiana Jones, quoi. Ça marche super bien. Alors pareil, au niveau de la parade, tu vois, je me dis, putain, graphiquement, il y a un truc, c'est intéressant, mais ils ont eu des galères parce qu'Harrison Ford s'était fait un truc aux jambes, je sais plus quoi, et donc du coup, ils ont dû faire du face replacement sur le cascadeur. Tu sens qu'il y avait peut-être quelque chose de plus ambitieux, plus dans la parade que ce que c'est au final. Mais voilà, moi je continue à dire qu'il y a potentiellement en tout cas et ça se sent pas trop, c'est avec notre œil à nous peut-être qu'on le voit, mais oui, je trouve que ça reste quand même, il arrive à te faire accepter, je trouve, beaucoup de choses, tu vois. Beaucoup de choses, parce que même il y a des points de scénario où t'y crois pas du tout, où c'est pas logique, ou et pourtant il arrive à se rattraper. Par exemple, c'est pourquoi ils auraient pu le tuer 50 000 fois les nazis et tout ça, mais en fait t'as toute cette histoire avec le sidekick qui apprend à ne pas tirer sur n'importe qui. C'est très bizarre comme construction d'ailleurs, et je pense qu'il y a des trous dans le scénario. Après c'est pour ça que pour moi il y a ce personnage du FBI, parce que du coup on en a beaucoup discuté de cette femme afro-américaine qui fait référence un peu à la blaxploitation et tout, quoi, avec son look. Qui au final n'a pas grande utilité. Et je lui disais, mais en vrai, je pense que son utilité dans le scénario, et ils ont pas dû, soit il manque des scènes, soit ils ont pas trouvé comment bien l'imbriquer. Mais elle sert principalement à ne pas faire en sorte que les personnages au début ne tuent pas les héros, quoi. Les héros, Jones. Et puis également à montrer comment ce personnage du méchant a survécu pendant toutes ces années, quoi. En étant au service c'est ça. de l'État américain, qui m'a fait penser du coup un peu à tous ces dirigeants nazis qui ont survécu dans plein de pays, oui, complètement, en changeant d'identité, etc. Alors autre spoil, parce que du coup c'est c'était Viz Live qui disait ça mardi dernier, que lui il a trouvé que voilà, qu'il y avait une bonne idée à la fin, mais que tout le reste ça servait à rien du coup avant. Et j'ai vu que c'était quand même 2-3 critiques qu'on entendait à droite à gauche, même si j'ai pas regardé en détail, vraiment. J'ai regardé hier soir le film. Mais c'est vrai que l'idée de fin... Fuyez, pauvre fou! C'est que donc au moment où il retourne dans le temps... Voilà, parce que le cadran de la destinée est en fait une machine à remonter le temps, en gros. Enfin, plus complexe, mais c'est un peu ça. Oui, mais une machine pipée, parce qu'elle te ramène à un endroit dans le temps. Ouais, c'est ça, en visiblement. fait. Ouais. Mais du coup, moi, ce qui m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment enthousiasmé dans cette scène-là, c'est le fait que j'ai eu l'impression de voir des peintures et d'avoir ce travail, en fait, sur le passé, de représenter le passé comme les gens le voyaient, comme nous, on peut se l'imaginer maintenant, mais pas de façon réaliste, tu vois, de façon fantasmée, où du coup, je me suis presque dit, c'est presque comme un rêve, cette séquence-là. Tu peux aussi admettre que cette séquence n'a jamais existé. But I've been looking for this all my life.
là je vais aller plus loin encore que la séquence en elle-même, enfin de ce parti du film en lui-même, mais c'est ça qui m'a totalement attrapé à la fin et qui me donne envie de le revoir peut-être à l'aune de ce truc-là. Mais c'est que tout le projet scénaristique de tout ça, c'est de dire, est-ce que finalement, c'est pas ça, le film te dit pas ça, il te dit, ce que tu vois c'est vraiment vrai, enfin voilà, c'est vraiment dans l'histoire d'Indiana Jones et tout ça, mais est-ce que finalement c'est pas le rôle aussi de la fiction et de la fiction qu'on se fait nous-mêmes pour passer des caps dans sa vie, tu vois? Ouais. Et que là, de commencer l'histoire, et c'est là où l'introduction ne va pas du tout parce que c'est pas le sujet du scénario. Si tu commences l'histoire par le fait que c'est un vieux monsieur qui a eu plein d'aventures, qui va à la retraite, qui est toujours passionné par l'archéologie, mais qui n'a plus personne autour de lui, tu comprends mieux la conclusion et tout ce qu'il fait dans ce film-là pour ensuite en venir à dire « Ah ok, je suis en train de passer un cap ». En fait, ça parle de la dépression post-retraite. Ouais. Ça parle de ça, en fait. Oui. C'est comment tu arrêtes tes fonctions, entre guillemets, mais que tu restes quand même un être vivant avec des passions et des trucs, mais t'as plus le corps pour, peut-être. Bon, ça met un peu de temps pour faire ça, mais du coup, on spoil. Donc, à la fin, il retourne dans un passé très lointain, et lui, en tant qu'archéologue, il a juste envie de rester là. Il se dit, putain, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie, en fait, à pouvoir vivre ça pour de vrai. De voir l'histoire de mes propres yeux, de la vivre, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il allait à droite et à gauche dans tous ses films, chercher des vieux machins qui disaient sa place est dans un musée. C'est que finalement, c'est pas le fait de rattraper le temps, mais c'est de se dire je fais pas partie de ce temps-là. Et ça, putain, tu fais waouh. Sa place, c'est dans un musée. La tienne aussi. Moi, c'est le mot qui me vient à chaque fois quand je vois un film de James Mangold, c'est traité avec noblesse. Et ce que j'ai aimé, c'est que je me suis dit, en fait, j'aimais bien les deux pistes, entre guillemets. Il y avait, à ce moment-là, il y avait deux solutions. Soit il reste, soit il repart, tu vois. Ouais. Et je me disais, j'aime bien si du coup cette idée quand même qui reste, mais s'il repart, qu'est-ce qu'ils vont raconter avec ça? Et j'aimais bien cette idée de dire, de clôturer en disant, oui, mais en fait, si t'es parti à la recherche de tous ces trucs-là, c'est parce que quand tu rentrais, t'avais des gens avec toi. Que tu retrouvais, qui sont là pour toi et qui sont toujours là pour toi si t'en as l'envie. Si t'as envie de continuer cette aventure, ils seront toujours là pour toi. Non mais c'est vraiment à la toute fin que tu découvres que en fait au début quand t'as montré Indiana Jones sur son sofa que c'est le bordel chez lui, qu'il est torse-poil et tout, tu comprends au fur et à mesure, parce que c'est d'écriture de scénario classique mais tellement efficace, et qu'en fait il était en dépression, mais genre une bonne grosse dépression de ouf quoi, et que donc le film te parle de la vieillesse pour de vrai, mais en plus il te parle de la santé mentale des vieilles personnes et même celles qui ont fait des grandes choses soi-disant dans leur vie. Mais par exemple, un truc aussi, je pense, qui a fait que beaucoup de gens ont pas, ça a gêné beaucoup de gens, je pense. Mais c'est que du coup, comme il est dans cette dépression, on passe le film à voir un Harrison Ford qui a pas envie d'être là, qui a juste envie de rentrer chez lui et qui comprend au bout d'un moment qu'il est obligé de rester là parce que et que, il y a plein de contraintes qui font qu'il est obligé de continuer. Il y a plein de contraintes, mais qu'il a pas envie. Il a pas envie. Il fait ça un peu. Et d'ailleurs, à la toute fin, c'est pareil. J'ai envie de revoir le film pour voir si ça fonctionne. C'est que du coup, t'as une autre vision du coup de sa filleule aussi. Tu te dis mais en fait, est-ce que elle, parce qu'en fait il y a un truc qui est pas abordé, enfin qui est abordé mais qui est pas résolu dans son personnage, c'est comment est mort son père. On sait, à part si c'est dans un dialogue, mais j'ai peut-être raté, je sais pas. Je crois pas que ce soit dit clairement. Et que visiblement, vu qu'elle veut pas en parler tout le long du film, ça l'a marqué. Tu comprends que à la toute fin que peut-être que pour pas réitérer l'erreur qu'avait faite l'entourage avec son père qui s'était complètement cloîtré dans son idée, elle a forcé les choses avec sa propre personnalité pour pas que lui aussi il sombre. La seule autre figure masculine, parce qu'elle le dit à un moment, ça aurait été bien d'avoir une figure masculine qui puisse faire le père à un moment. Oui. C'est ouf de dire ça dans un Indiana Jones, c'est littéralement quoi. Et je trouve que du coup, en fait, ça te remet une autre lumière sur ce personnage et que peut-être qu'en le revoyant, tu comprends un peu mieux. Ses regards. Et puis du coup, je trouve que son rationalisme qu'on a tout le long, qui du coup fait qu'elle en devient désagréable, à vouloir à aimer que l'argent, etc. Pour moi, vient du fait qu'elle a eu un père persuadé, qui avait des fantasmes et qui était persuadé de croire en des trucs incroyables et qui y croyait tellement qu'il en est mort au point de ne pas s'occuper de sa fille que du coup elle ne veut pas croire à tous ces trucs fantastiques et elle passe son temps à être extrêmement rationnelle, à dire non, c'est un truc vieux, plein de gens en veulent, argent, c'est bon, l'argent c'est le seul truc concret que je peux avoir dans ma vie et auquel je peux croire, tu vois, jusqu'au moment où elle voit le cadavre d'Archimède, où il trouve le cadran et une montre à côté, et où d'un seul coup c'est le premier moment où d'un seul coup elle commence à comprendre et à se dire peut-être que mon père avait raison, j'ai pas voulu penser à mon père, j'ai voulu un peu occulter cet aspect-là de ma vie tout le long,
pour rien en fait. Peut-être que Mais d'ailleurs, je suis passé à côté de quelque chose. Hein. Parce que c'est là qu'elle veut sauver Indiana Jones aussi. Avant ça, elle voulait pas le sauver. C'est à ce moment pile poil, et c'est d'ailleurs à ce moment-là où quand elle se retrouve sur la moto sous la pluie et tout ça, je me suis dit bon, j'espère que le film va pas aller vers là, mais putain, scénaristiquement, vous m'avez construit une héroïne. Ça y est, oui. Là, comme tu dis, elle a accepté un truc qu'elle veut pas accepter dès le début, et qu'en fait, elle est du même bois, en fait. Et que là, tout d'un coup, elle est en train de faire un truc insensé pour des croyances, et pas du tout pour quelque chose de rationnel qui est son moteur depuis le début. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais le truc, c'est que contrairement à beaucoup de films où on va te prendre par la main et te mettre un dialogue du personnage qui va dire « Ah non, mais en fait, j'ai compris que je l'aimais bien, etc. » Là, c'est pas exprimé, ce qui fait que son comportement a l'air de changer d'un seul coup du tout au tout, alors qu'en fait, c'était parsemé depuis le début. Mais du coup, visuellement, on va dire, d'un point de vue spectatoriel, tu peux avoir l'impression qu'elle change de comportement. Tu comprends pas du coup pourquoi d'un seul coup elle s'en fait pour lui. Et je pense que ça peut rebuter aussi pas mal de gens, quoi. Comme je disais à La vie sans spoil, c'est un peu un film à l'ancienne dans le sens où tu es censé le déchiffrer par les images. Oui, en effet, tu le vois juste par ses accoutrements. En fait, au début, elle est habillée comme une jeune étudiante, machin, mais il y a un truc qui va pas. Et en fait, tu découvres qu'en effet, elle est pas étudiante, elle a déjà ses études et elle est en train de faire des trucs. Et après, elle a des habits d'arlequin, ce qui est quand même à chaque fois le signe, souvent dans les films, de quelqu'un que tu sais pas sur quel pied danser. Tu sais pas si c'est le bien, le mal ou quoi. Et après, oui, au moment où elle commence à avoir toutes ces révélations, elle est habillée tout en blanc. Le moment où il retrouve... Attention, oh putain, je vais mettre un gros son. Fuyez, pauvre fou! Donc là, c'est la toute fin où il revoit Marion, où il y a Marion qui revient, on comprend au fur et à mesure pourquoi il se voyait plus et tout, et que donc il rejoue la scène un petit peu de l'aventurier l'Arche perdue. Ça, c'est les fans qui vont voir ça. Mais après, moi, je me suis dit, il a récupéré ce truc de fan pour expliquer un truc de la vieillesse, quoi. Et il y a tout qui fait mal. Du coup, tu vois, c'est ce qui est drôle, c'est que moi j'ai trouvé ça ce moment hyper touchant et hyper beau, tu vois. Ah, moi j'ai pleuré, non mais vraiment, c'est tellement beau, ces deux vieilles personnes qui ont vraiment passé des choses dans leur vie et qui là, ils se regardent, ils se disent juste, toi aussi t'as mal, tu vois. Et ça fait mal partout, les articulations, tout, l'âme, tout. Mais en fait, on est toujours là l'un pour l'autre. C'est un truc super beau sur... Bizarrement, moi je m'attendais pas à ça avec Indiana Jones, tu vois. D'avoir un truc sur vraiment qu'est-ce que ça fait de vieillir ensemble, pour de vrai. Et qu'en fait aussi tu découvres à ce moment-là que finalement c'est pas elle qui s'est barrée, parce qu'on met toujours tout sur le dos de Mario, entre guillemets, et c'est lui qui s'est isolé. Et que c'est trop beau parce qu'elle revient aussi pour dire c'est bon, t'as compris maintenant, on est vieux, quoi. On est vieux, et en fait jusqu'à la fin il y aura que toi et moi. C'est incroyable de voir ça à la fin d'Indiana Jones. Je ne m'attendais pas à tout ce drame, tu vois. Et du coup, ça a coulé les larmes. Mais j'ai vu que dans la salle, il y a eu des rapports un peu cyniques. J'ai vu que les petits vieux devant, ils disaient rien. Normal, ça leur a parlé. Ouais. Je pense. Mais alors, ce que j'ai pas dit d'un autre type de spectateur qu'il y avait, c'est qu'il y avait des sourds et muets. Toute une troupe. Ok. Ouais. D'accord. Et quand ils sont sortis, parce que nous on est restés un peu, tu vois, et ils sont levés, ils se parlaient en langue des signes. Moi je connais pas la langue des signes, mais je sais ce que ça veut dire, ça. Tu vois. Et c'est là. Tu vois, et ils se disaient tout ça, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est fou. En fait, je crois que j'ai plus une sensibilité d'eux que le spectateur actuel qui regarde trop de choses. Trop de drames partout. Trop de choses qui te choquent, qui sont là pour te donner des émotions fortes, et que t'en oublies le truc essentiel, c'est que tu vas voir un film pour sortir de ton quotidien. Tu vois, ces sourds et muets, ils comprennent la valeur d'une œuvre de fiction, peut-être plus que d'autres, parce que ça les fait sortir de leurs contraintes au jour le jour, le fait qu'ils sont le rapport au cinéma, forcément. Et puis tu as un rapport aux images qui est forcément différent, vu que tu ne vois le monde au final qu'au travers d'images et plus très peu au travers de son, en fonction du handicap, quoi. Et du coup, de complètement s'abandonner à un personnage sans avoir le côté fanatitude, mais juste de s'abandonner dans l'histoire, et qu'à la fin, on te raconte ça, qui est très très humain, qui a pas plus humain. C'est-à-dire, tout d'un coup, t'es terre à terre de ouf, quoi. Tu t'y attends pas, tu vois, avec Indiana Jones. Et à la fin, t'as un clin d'œil cinéphile. C'est-à-dire, ça se termine avec l'iris pour dire Indiana Jones restera Indiana Jones. Voilà. Ouais. Mais alors, du coup, ça m'a totalement fendu le cœur et tout ça, et je me suis dit en fait c'est parce que ça a été traité tout le long derrière toute la merde numérique ou les trucs un peu à la con. On voyait un gars qui galérait à retrouver qui il était et peut-être être en paix avec le fait que voilà, c'est fini, voilà, maintenant je suis vieux, quoi.
Et putain, merde, ils l'ont fait, ils ont réussi Bah quand ouais. même. Ils ont réussi à faire ça. Et rien que pour ça, je suis sorti du film en me disant, bah. Le film, il m'a fait chialer, il m'a fait Mais un peu oui. rire. Mais rien que pour ça, en fait, moi je me suis dit, c'est juste dommage que le film fasse 2h30 parce que sinon je retournerais bien le voir. C'est ça, exactement, ouais. Pas dans le Ouais. sens où il est long, mais dans le sens, comme on l'a dit mardi, où il faut trouver un créneau pour aller le voir, quoi. Pire moment, pareil, on est toujours dans le spoil. Pire moment, c'est le moment du bateau avec Antonio Banderas. Qu'est-ce que c'est long pour rien, quoi. Mais c'est toujours attrapé par un petit peu le charme du truc. La séquence sous-marine, tu dis, elle ne sert à rien, c'est juste un piqué le truc. Mais tu dis, putain, il y avait plein d'éléments qui auraient pu donner un truc trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous le fassiez pas? Bon, je sais pas. Et puis Antonio Banderas, soit il s'est fait stub. C'est-à-dire au départ au scénario il avait un autre rôle et tout, soit c'est vraiment c'est le 13e guerrier quand même, putain il est traité comme rien du tout quoi. Et en même temps, tu vois, je me suis dit, ça me rappelle les vieux Indiana Jones, ce côté de, il y a des personnages qui pop, qui ont l'air de connaître super bien une indie, tu sais, où il y a une complicité, etc. Et les personnages, soit ils vont mourir vite, soit disparaître vite. Mais en fait, ça fait vivre le personnage et ses connaissances, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que mis à part le moment où ils se disent bonjour au début, après ils n'ont pas vraiment d'interaction entre eux, parce qu'il y a plus de séquences à faire entre Elena et Indy pour expliquer un peu le contexte. Et donc du coup, tu comprends pas trop ce personnage. Tu comprends le miroir qu'il a avec Indiana Jones parce qu'il est vieux aussi, il a mal, il lui manque une jambe, machin et tout. Mais c'est très petit. Mais moi j'ai senti ce truc de t'es une vieille connaissante, on a été potes, mais qu'est-ce qu'on a à se dire? On se connaît plus. Ah ouais, je Enfin après, je sais pas si c'était une intention ou quoi, mais le fait qu'ils se parlent plus, tu sais, t'as presque un truc de mon vieil ami. Ouais. Tu peux m'aider? Oui, parce que t'es mon vieux pote, mais. Ouais. Enfin, tu sais, il y a. Tu comprends pas le personnage, qu'est-ce qu'il a comme intérêt là-dedans, tu vois, aussi. Et qu'au final, le personnage d'Antonio Banderas trouve plus son intérêt dans le fait de dialoguer avec Elena, qui est jeune, qui est une femme. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que du coup, c'est bien de le dire aussi, c'est qu'un des points positifs que je trouve à cet Indiana Jones, peut-être pour un public qui ne va pas vers là, c'est la connaissance de cette actrice. Parce que tu vois un peu, elle est en sous-régime un peu, mais c'est comme ça qu'elle joue. Et je trouve qu'elle relève. Alors pareil, spoil. Donc la séquence à la fin avec Archimède. Donc quand il y a ce moment où il y a Indiana Jones qui renonce et qui dit je vais rester là en fait, et que tu as cette interaction avec Archimède, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle le joue, mais à donf. Elle relève tout le monde. C'est que tu sens qu'Harrison Ford, il est un peu avec des gouttes dans les yeux pour faire. Et qu'il n'était pas trop dans le truc. Mais elle le joue. Elle m'a fait beaucoup d'émotions parce qu'elle le joue vraiment. Elle est vraiment en mode non. Et t'y crois. C'est un truc qu'on note peut-être pas assez, mais quelle actrice, quoi. Vraiment, elle relève tout le monde à ce moment-là pour donner la vraie émotion, la vraie émotion, alors qu'on est dans un truc, mais nawak, quoi. Donc oui, ça permet de découvrir peut-être pour certains Phoebe Waller-Bridge, nous aussi un petit peu dans sa manière d'écrire, puisqu'on voit un petit peu le retournement, comme on disait, des personnages féminins, au moins pour venger le personnage féminin du Temple Maudit, ou juste dire, oui, il y a peut-être la place pour un autre type d'humour et tout ça, de manière douce. Et l'iconoclasme un peu qu'elle a, c'est bien qu'ils aient pas joué sur le sidekick comme il y a pu avoir dans le Spider-Man avec le punk. Le Spider-Punk, de genre je casse tout le temps le 4e mur et tout ça. Oui, c'est cool qu'elle reste aussi quand même ancrée dans la réalité. You've taken your chances, made your mistakes, and now a final triumph. Du coup, ce que je trouve qui fonctionne bien et qui marche bien avec son personnage aussi, et c'est pour ça que j'ai trouvé que son personnage, au final, évoluait vachement au niveau du film, même s'il a l'air antipathique pendant les 3/4. En fait, je trouve qu'il est pas si antipathique que ça pendant un bon moment. Il est très, et ça se ressent. Et ça se ressent beaucoup au travers du petit garçon qui la suit partout, où elle passe son temps à lui dire non mais t'inquiète, je suis en charge du truc, je suis pas en train de me faire guider par un vieux monsieur. Et tu sens dans son regard tu sens dans sa manière de le dire qu'en fait un peu si, tu vois.
Elle a quand Ouais. même du respect pour ce gars-là, Ouais. mais elle veut donner le change et elle veut pas. Ils arrivent à faire Enfin- un arc aussi avec ce gamin que n'avait pas forcément Data, j'allais dire, dans Temple Maudit. C'est pas Data Ouais. son nom, je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, il a un Oscar maintenant. Mais même lui, il a un petit truc parce que c'est pareil, c'est comme si il avait été éduqué à l'individualisme et à Oui. ne compter sur Chacun pour sa personne. pomme. Et en fait, dans tout le long du scénario, quand il décide de faire un truc tout seul, c'est là où il arrive des emmerdes. Et à la fin, tout ce qu'il se rend compte, c'est en planant et en évitant la mort et tout ça, en disant non, mais il faut qu'on aille chercher mes amis. En fait, c'est mes amis. Ah ouais. Et il se Bah rend oui. compte en fait de l'amitié. C'est trop marrant parce que c'est à cet âge-là Mais aussi du que coup- tu te rends compte. Tu veux Mais pas il être s'en seul, rend en compte fait. aussi parce que tout le long, elle lui dit, enfin tu vois, elle continue à le garder, tu vois, elle lui Elle l'amène rappelle à quelque que chose, ouais. elle l'amène à quelque chose, tu vois. Et moi, je trouve que justement dans son comportement à elle, tout le long à ce moment-là, on comprend petit à petit que elle est pas si individualiste que ça, elle est pas si chiante Non. que ça en fait. Elle Mhm. s'amuse un peu de la situation, mais en vrai, ça lui plaît tout ce qui se passe. Comme tu Oui, dis, puis- elle a cette fibre-là et elle s'en rendait pas forcément compte. C'est ça. Et là, à ce moment-là, oui, c'est quoi. un vrai origin story peut-être pour ce personnage-là, je sais pas. Et en même temps, elle soigne sa propre dépression en essayant de soigner Oui. la dépression d'un aïeul, ça se dit pas, d'un Oui, tilleul si. peut-être. Non, mais d'un aïeux quoi, de quelqu'un qui Oui. est plus âgé et qui est de sa famille. Pour la petite anecdote, donc je suis sur un projet de scénario depuis 3 ans maintenant sur une aviatrice. Et pendant ce projet-là, j'ai découvert Fleabag. Quand j'ai vu Phoebe Waller-Bridge, je la connaissais pas avant, je dis putain, c'est elle. Alors que Fleabag parle d'une nana d'aujourd'hui et qui parle de ses histoires de cœur, de sa dépression, de tout ça. Mais en fait, elle a dans l'œil ce truc-là. C'est une héroïne, vraiment. Elle a ça. Tu peux rien, quoi. T'as des acteurs, des actrices qui évoquent des choses, et en fait, elle avait dans les yeux ce truc intrépide, voilà. Toute la séquence sur le bateau, franchement, ça sert à rien, et puis je trouve ça un peu trop, mais bon. Ça, quand même, Pour moi, c'est ça celle-là permet qui est un de peu de montrer- trop au milieu. Voilà, ça permet de montrer quand même, et du coup, c'est ça qui alimente le personnage. Et là, elle reprend vraiment son rôle un petit peu de Fleabag et tout, de comment elle a pas froid aux yeux, comment elle mène tout le monde par le bout Oui, du à la nez, baguette. à la baguette, et qu'en fait, elle a 3 plans en même temps à la fois. Ouais, c'est assez. Mais ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe au milieu du film. Tu t'y attendais pas forcément, Oh, et la si, scène est à quand même, moitié hein. faite. Bah si, quand même un peu, parce que je sais pas, en fait justement pour moi ça fait partie de ces éléments aussi de modernité et de changement d'époque, tu vois, où on est dans une autre époque, beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action, justement, comme pouvait être, parce qu'Indiana Jones c'était beaucoup d'action et réflexion après, tu vois, ou pendant. Ouais. Tu vois, il y avait un peu, ce côté-là, tu vois, Ah oui, c'est où un elle autre truc, justement, je elle veux dire, amène ouais. ce truc, ce truc plus moderne qui va avec un peu tout le package, d'être plus dans la réflexion, même si à la fin, par contre, elle part un peu plus là-dedans quand même. Elle part un peu plus dans l'action, justement, au moment où elle va le sauver. Ouais, ça marche super bien. En fait, tu te demandes pourquoi cette image donc de elle sur la moto sous la pluie, ça fonctionne. C'est parce qu'il y a tout ça avant et que, comme tu dis, ça n'a pas été explicité par un dialogue qui dit je suis comme ça maintenant. En fait, ça marche juste visuellement. Si t'as été emporté par le film, ça marche. Tu dis ah putain, elle est en train de prendre vraiment, d'être en accord avec elle-même en fait, tout simplement. Ouais. Non, j'allais rajouter par rapport aux séquences d'action. C'est pas Spielberg, c'est pas Mangold non plus. Et Mangold n'est pas un grand réalisateur d'action non plus, c'est un grand metteur en scène classique, mais pas forcément reconnu pour ses scènes d'action. Voilà, il est quand même assez classique et c'est ça qui fait plaisir dans ses films en général. Bah oui. Il va droit au but. S'il y a une séquence d'action, il va prendre le truc qui fonctionne. Or là, tu sens que ça a été peut-être une autre équipe aussi par le fait que quand c'était juste Spielberg, parce qu'on en a pas parlé aussi de ça, mais c'est le premier film sans Spielberg, donc il y a un truc où tout d'un coup, ce qui est raconté dedans, est-ce que c'est en rapport à Harrison Ford plus qu'à Spielberg? Avant, c'est Spielberg qui parlait aussi un peu de lui-même et George Lucas. Là, tu sens que c'est juste Harrison Ford. Bon, bref. Mais pour les scènes d'action, ce qu'il y avait de fort dans les Indiana Jones, c'est que c'était un panel de toutes les scènes d'action, comment tu peux les écrire, comment tu peux les amener et tout. Mais une des grandes choses qu'il arrive à faire Spielberg et qui est tu peux pas l'inventer, c'est tu l'as ou tu l'as pas, et surtout quand t'as la main mise sur tout, quoi. C'est que t'avais pas fini un truc que hop, il y avait une scène d'action qui commençait, tu savais pas d'où, donc t'étais surpris en tant que spectateur. Et pendant la scène d'action, t'avais à la fois l'action qui était hyper qui te faisait passer à droite, à gauche de l'écran et tout ça, et qui te permet de te stimuler physiquement presque, et en même temps la scène d'avant qui a été coupée qui continuait. Et c'était ça qui était hyper plaisant dans l'Indiana Jones, c'est d'arriver à renouveler à chaque fois l'intérêt de ce truc-là, qui peut être vite aussi
un peu nul. Hein. Bah, qu'on- Et dans celui-là, il y a parfois où c'est un peu médiocre ce truc-là. où Bah, tout on le d'un coup, retrouve t'as la un peu scène à d'action, Tanger. Voilà. À Tanger, tout d'un coup, il y a l'action qui commence et tout, et tu fais oh génial, on est vraiment comme dans l'ancien, et puis ça prend pas vraiment, et en fait, ce que ça se Ouais, dit, c'est mais- pas. Ah, je sais pas, moi ça m'a plu quand même cette séquence-là. Non, moi je te parle pas la première partie. La première partie, je trouve ça assez cool. Quoique, il y a un truc qui marche pas, c'est que tu sens qu'ils ont rajouté la séquence de Salah qui lui donne son chapeau. Et que du coup, il est habillé en Indiana Jones, alors que Ouais. pour moi, c'est trop tôt. Ouais. L'accoutrement d'Indiana Jones, comme on le connaît, aurait dû arriver au fur et à mesure comme le scénario le voulait, je pense. Ouais. Et donc, du coup, à Tanger, il est tout de suite habillé en Indiana Jones et il y a un truc qui visuellement me. Il y a un truc qui Oui. ne m'allait pas. Mais c'est plutôt la course-poursuite après. Qui est un peu, Ah non, mais moi, ben non, mais justement, c'est la course-poursuite, j'ai bien aimé, justement. Ça me rappelait Tintin, ça me rappelait à la fois les anciens films, le fait que les deux scènes Enfin, tu sais que, à la fois, on assiste à des personnages qui essayent de rentrer chez eux, qui essayent de suivre le méchant pour le rattraper, qui essayent d'échapper à un autre gars qui vient de popper. Oui, c'est tu vrai. sais, ouais. mais où on Ouais, ça, c'est comprend, en drôle, fait, ces enjeux. Et du coup, toutes ces scènes d'action se croisent, et ça devient très limpide, on suit les trois trucs, et en même temps, tu retrouves, enfin, tu sais, t'as un jeu entre les trois personnages de Phoebe Waller-Bridge qui dit non, mais moi, j'ai pas besoin de toi, je peux tout faire toute seule. Le gamin qui est en mode, je peux prouver aussi que je sais faire des choses, et Indiana Jones qui est là, qui dit, mais attendez, je suis peut-être vieux, mais je suis pas con aussi. Hein. Oui, c'est ça, je il y a ça maîtrise qui se passe, je maîtrise quand même un peu le game, tu vois. Et du coup, t'as un espèce de tout un vrai. humour autour de eux trois qui changent leur place, etc. Je trouve que la scène, en fait, est Ouais, assez. c'est vrai. Ça se contente pas d'être une simple course-poursuite. Il se passe plein de choses à l'intérieur C'est entre vrai. les personnages. Non, mais c'est vrai que je te rejoins. C'est vrai que c'était intéressant. C'est peut-être encore une fois un peu trop rallongé, un peu trop. Voilà. Mais, Oui, elle est peut-être un peu longue. Hein. Mais non, mais peut-être que s'il n'y avait pas la séquence d'intro, cette scène, elle serait beaucoup mieux passée aussi. Tu vois, je me dis, c'est juste que c'est la première scène d'action. Non, c'est la troisième scène d'action, du coup. Donc, c'est celle où tu commences à être un peu fatigué aussi, quoi. Mais pour revenir à la séquence sous-marine aussi, c'est qu'il y a une belle promesse, quoi. C'est vraiment, tu te dis, ah putain, maintenant on va voir Indiana Jones sous l'eau, quoi. Ah putain, c'est vrai, ça a jamais été fait, tu vois. Mais en fait, c'est Il se hyper passe pas décevant, grand-chose. hein. Ouais. Je sais pas comment on peut conclure, on a parlé longuement de ça. On savait Bah oui, pas, ça a été. J'espère qu'on vous a pas trop dévoilé, mais en tout cas, globalement, c'est quand même hyper intéressant, quoi. Pour un blockbuster, moi j'ai passé un bon moment, toi aussi. Bah oui. Non, franchement, j'ai. À part y aller vraiment, à contre comment dire, à part y aller à contre-cœur, je vois pas qu'est-ce qui peut ne pas te faire emballer. Oui, peut-être la première séquence, pareil. Si tout d'un coup, si ça marche pas au début. Et puis je pense que si tu y vas pour revoir Indiana Jones tel que tu l'as aimé dans ton enfance, bah t'es pas au bon endroit. On en a parlé pendant 1 heure. Moi, ça démontre que c'est pas un film qui se fout de ta gueule, quoi. Enfin, sinon, on n'aurait pas tous ces points-là, tu sais, à dire putain, c'est génial. Et je pense qu'en vrai, il y aurait encore plein de choses. Et je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à aborder. En vrai, en fait, bizarrement, le film est quand même assez dense. Hein. Bizarrement, c'est un film malade, mais on le voit pas qu'il est malade, le film. Ouais, c'est juste si tu commences à trifouiller un peu, tu remarques qu'en fait, c'est vraiment l'amalgame de tant de choses qui vont pas ensemble. Oui. Et que franchement, c'est un petit miracle que ça donne un film aussi tenu et intéressant à suivre. Mais oui, effectivement. Et puis vraiment, je pense que tu as raison. Si la scène d'intro n'était pas là, en vrai, on aurait aussi. Je pense qu'on aurait eu moins ce côté pour beaucoup de gens de promesse du début que tu n'as pas en plus à la suite. Alors qui, moi, je trouve intéressant parce que ça arrive, ça crée quand même une rupture, mais qui du coup, je pense pour beaucoup de gens crée une frustration parce que tu as l'impression qu'on te promet un truc que tu n'auras pas du tout dans tout le film. Ouais, surtout que par rapport aux autres séquences d'intro d'Indiana Jones. Comment dire, même le dernier Indiana Jones, le 4, du coup, était une scène d'action. L'intro, elle est adorée de tout le monde aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle te donne un avant-goût de ce qui va se passer dans la jungle qui est raté pour beaucoup d'aspects. Mais en fait, c'est déjà te préparer à ça dans un endroit plus petit. Et là, bizarrement, dans le Indiana Jones 5, l'intro est plus grand que tout ce que tu vas voir après. Ouais. Oui. C'est vrai, tu passes, t'as des châteaux explosés, des trucs, des machins, le train, ça saute dans l'eau à 10 mètres d'eau, enfin... Il y a trop de trucs que tu verras pas après où c'est globalement des scènes d'action de course-poursuite et c'est tout, quoi, finalement. Oui. Ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a fait penser à la scène d'intro de la dernière croisade, justement, mais avec ce truc en moins que
clôture de la dernière croisade, ça se clôture justement sur ce rapport au père et ça te prépare à la thématique qu'on va avoir après, quoi. Alors que là, c'est plus une introduction du cadran de la destinée, quoi. Au final, ça raconte pas beaucoup plus de choses que ça et du méchant. Et encore une fois, je trouve que on aurait pu tout introduire plus tard, même le méchant. Ouais. Le voir arriver et pas savoir qui c'est et tout ça, ça aurait été encore mieux. Comme dans les autres Indiana Jones, d'ailleurs, et tout d'un coup de te dire. Surtout qu'en plus, c'est sûr. Surtout qu'en plus, vu qu'on te dit que c'est le physicien du président, etc., t'aurais pu justement pu ce truc de dire, c'est marrant, c'est un physicien du président, mais il ressemble vachement à un Allemand. Ouais. Tu vois. Un allemand pas net. Mais il y a un truc qui est génial, c'est quand tu vois les sbires qui apprennent l'allemand au début, tu l'oublies. Et après, c'est quand ça arrive à la fin que tu fais ah putain, mais oui. Ils sont teubés. Mais surtout qu'en plus, tu te retrouves avec cette séquence d'intro où le méchant se fait latter la gueule. Mais complètement. Et revient plus tard et où je me suis dit ok, c'est Indiana Jones, j'accepte le truc, mais en vérité, il s'est quand même pris une sacrée poutre en métal dans la gueule. Ah, mais quand il se prend ce coup-là, franchement, ça a fait l'effet escompté, quand tout le monde a fait oh putain. Oui. Alors que je m'attendais. Moi, je m'attendais à un retournement avec tout ça pour expliquer pourquoi il revient sain et sauf aussi. Ouais. Mais en fait, non. C'est ça, je m'attendais à un truc, tu sais, un truc à la con, je sais pas, il revient avec des bandages ou tu sais, je sais pas, il est masqué et puis d'un seul coup il se découvre, je sais rien. Ça aurait trop fait le chiffre s'il manquait un œil. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, un truc qui est un spoil. Mais encore une fois, dans cet aspect. Fuyez, pauvre fou! Très moderne d'un personnage, d'un méchant qui est à la fois très scientifique et en même temps qui croit à une forme de spiritualité, c'est tout ce moment où ils vont pour rentrer dans la faille temporelle et où le personnage là est en train de suivre ses rêves, de se dire j'y crois à donf, ça va se passer, ça va marcher. Indiana Jones arrive, lui dit en fait non, t'es trop con, t'as pas pensé à ça aux maths, etc. Et le personnage d'un seul coup se retrouve ramené dans son esprit rationnel scientifique de dire oh merde, c'est vrai, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis capable de ne faire confiance qu'à mes rêves? Non, parce qu'en fait je suis un scientifique avant tout, je rebrousse chemin. Non mais c'est vrai que si tu isoles ce truc là, c'est même très drôle quoi. C'est le mec qui est habillé en Hitler, c'est ça, hein. Et tout d'un coup c'est un gamin qui veut devenir le Führer quoi, et en fait et tout d'un coup il y a son esprit rationnel qui fait mais non, je suis con, bien sûr c'est pas possible, mais quel con. ouais. Parce que c'est un des thèmes du scénario de ce truc-là, oui, ce que tu notes là, le truc de le conflit entre la croyance et la rationalité, le mystique et le tangible, quoi. Ouais. Et que c'est Indiana Jones qui le rappelle à l'ordre sur ce truc-là, c'est quand même drôle, quoi. Après, on en parle un peu trop pour ce que c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, mais c'est un très bon blockbuster. C'est un peu, pour moi, c'est un peu en termes de traitement et de thématique, c'est un peu l'anti-Spider-Man, tu vois, où là, il traite vraiment des thématiques de A à Z, ça se... Et puis ça fait du bien, putain, ça on l'a pas dit, mais ça fait du bien de voir un film qui est au contraire pas du tout dans le gling-gling. Tu connais le multivers, la version bidule, est-ce que tu as vu le film précédent, la série sur Disney+, est-ce que tu as... Non, ce film, il peut se suffire à lui-même. Complètement. Voilà. Bon, il y a des trucs qui vous échapperont ou quoi, parce qu'en fait, finalement, c'est un film tellement sur des bases qui sont plus actuelles, que peut-être que ça peut du coup créer cet effet de je suis à côté de la plaque parce qu'il n'y a plus de films qui ressemblent à ça. Mais vraiment, ça fait plaisir de pas... Enfin, moi, je vais plus voir les Marvel, parce que je voulais en venir là, c'est qu'avant, bien évidemment, il y a eu des bandes annonces. Et notamment, j'ai eu la bande annonce de Blue Beetle. Ouais, je crois que c'est ça, le DC. Putain, j'étais là, d'où ça sort ça? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Tu fais, mais voilà, on est dans cette vague de blockbusters où même les gens qui sont le public cible disent que c'est nul à chier. Donc, bref. En tout cas, allez le voir si ça vous tente. Ouais. Si ça vous intéresse pas, n'allez pas le voir. C'est clair. En tout cas, c'est très intéressant. Si ça vous fait envie, sachez qu'il y a plein de choses très intéressantes à l'intérieur du film. Oui, j'espère qu'on plus que de donner un avis selon, tu vois, au milieu de tous les autres, de dire, mais en fait, il y a plein de choses dans le scénario qui sont hyper cool à aborder, intéressantes, qui, en tout cas, tous les deux, nous a stimulés et peut-être nous a permis de plus apprécier le film, peut-être que ce qu'il devrait, peut-être, je sais pas. À vous de vous faire votre avis, et on en parle, puis voilà. Hein.